Combler le fossé entre la technologie et les gens en organisant des conversations et des discussions avec des leaders d'industrie. Telle est la mission de Volcano à Paris. Et dans cette même logique-là, aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir avoir une invitée de marque, comme toujours ici. Sans plus tarder, je vais laisser se présenter. Bonjour Adi. Bonjour Isaac. Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Ça va super bien. Déjà, ça fait plaisir de t'avoir sur ce podcast parce que c'est la deuxième fois. La première fois, on avait fait un podcast Women in Tech. C'était au mois de février, si je ne m'abuse pas. Aujourd'hui, ça fait quoi? 6 mois ou 7 mois après? Je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, du point de vue professionnel. Alors, ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'on a organisé le plus grand événement de Volcano, donc le Cocotana, qui a été une totale réussite. Et là, actuellement, on est en plein. Bon, je ne peux pas forcément dire lancement, mais voilà, on travaille sur un produit qu'on va bientôt mettre sur le marché. Donc, c'est une solution e-commerce en marque blanche pour aider les vendeurs à mettre rapidement sur le marché leur site e-commerce ou bien même leur application mobile sans se soucier de la maintenance ni quoi que ce soit d'autre. Voilà, c'est un package tout compris. Tout compris, ouais. Bon, déjà, c'est un bon teasing. Je pense que ouais, c'est les gens qui veulent, qui sont intéressés pourront rentrer en contact avec toi après. Déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui vont te découvrir? Parce que je pense qu'il y a 6 ou 7 mois, certains n'ont pas écouté le podcast, bien évidemment. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu, Radi? Donc, je suis Adjarat Radinjai, business developer à Volcano. Ouais. Et donc, mon parcours, c'est... Voilà, j'ai fait une licence pro en télécommunications informatique à l'ESMT, où voilà, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat. J'ai lancé un projet qui s'appelait Walou. Pour... l'idée, c'est d'aider les victimes, en fait, à avoir un dispositif d'alerte qui va leur permettre d'alerter en un clic, en fait, leurs proches ainsi que le service de sécurité compétent. Donc, c'était ça. Puis, je me suis dit, voilà, je veux mieux asseoir ce que j'ai appris sur le terrain grâce à Walou. Et donc, c'est là où j'ai rejoint Grenoble École de Management pour un master en management, puis un master spécialisé entrepreneur. Et avant même de terminer, j'ai rejoint Volcano à distance. J'ai beaucoup aimé cette expérience, donc je suis rentrée direct au Sénégal pour continuer avec eux. Ok. Bon, tous ces détails-là sont dans ton podcast Women in Tech, de Grenoble à Dakar, dont tu parles un peu de ton passage, un épisode très, très enrichissant que je conseille aux gens d'écouter. Alors aujourd'hui, comme le thème l'intitule, c'est qu'on va parler bizdev, on va parler argent. Parce que moi, quand on me parle bizdev, la première idée que j'ai, c'est argent. Est-ce que c'est vrai? C'est bon, argent, relation client, connaître son client pour pouvoir lui proposer le service ou le produit le plus adapté par rapport à son besoin. Donc, ce n'est pas forcément argent, parce que quand tu viens avec cet objectif de vendre tout simplement, bah, finalement, tu n'apprends pas à connaître ton client. Il n'y a pas forcément cette relation de confiance. Et l'idée, c'est de pouvoir cheminer avec, en fait, sur une très longue durée. Donc, pas forcément focus argent, même s'il y a... Voilà, l'objectif, c'est de pouvoir faire vivre l'entreprise, payer les salaires, etc., avoir du bénéfice. Mais pour pouvoir le faire, il faut quand même une relation assez solide avec les clients. Okay. Et comment toi, tu définirais le métier de business développeur en une phrase? S'il y a une phrase magique que tu peux définir. Moi, il est résumé. Bon, d'habitude, j'aime bien synthétiser les choses, mais quand même. Une définition de business. Ouais, pour toi, tu peux du relation humaine, je sais pas, comme tu as dit, du relationnel, je sais pas. Peut-être trouver des opportunités business pour l'entreprise. Ouais. Parce que comme je t'ai dit, avant même de parler argent avec le prospect, on essaie de comprendre lui ce dont il a besoin. Donc, il y a cette analyse qui est faite et après, on essaie de checker, nous, dans la liste des solutions, des services, des produits qu'on a, qu'est-ce qui matche le plus, en fait. Ouais. Donc, l'idée, c'est, voilà, à chaque situation bien donnée, en fait, quelle opportunité on peut créer pour Volcano. Voilà. Ok. Peux-tu, pour une personne qui découvre le métier,
Est-ce que tu peux expliquer au fait ton rôle, c'est-à-dire tes missions? Ça consiste au fait à quoi vraiment ces métiers-là de business developer pour une personne novice qui entend BizDev? Comment tu pourrais la synthétiser ou l'apprendre au fait le métier? Alors, donc, il y a le fait de travailler sur la stratégie d'acquisition, par exemple, de nouveaux clients, etc. Et ça peut se faire peut-être dans des événements où tu rencontres plusieurs profils. Et comme je t'ai dit, hein, au fur et à mesure que tu discutes ou que tu échanges avec les gens, tu arrives à comprendre leurs besoins et à pouvoir leur faire une offre, ce genre de choses. Peut-être prospecter sur LinkedIn, ce genre de... En tout cas, ou bien même travailler en étroite collaboration avec l'équipe marketing pour voir quelles sont les actions à mener sur les différents réseaux afin d'acquérir en fait de nouveaux clients, etc. Maintenant, si ça c'est fait, donc comment on fait l'offre au client? Dans un premier temps, on essaie de mieux comprendre son besoin. Donc, s'il n'a pas de cahier des charges, on lui envoie un modèle. S'il nous envoie le modèle, on essaie, si toutefois il n'est pas exhaustif, donc le cahier des charges, on fait une note conceptuelle avec l'ensemble des user stories. Donc, le parcours de chaque utilisateur. On lui propose, s'il valide, on fait l'évaluation technique et l'évaluation financière, puis on lui soumet. Donc, nous sommes assez flexibles aussi dans la tarification parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver une solution, un consensus qui permet aussi aux clients de mettre rapidement sur le marché sa solution. Donc, voilà, il y a l'option partenariat, il y a l'option classique où tu payes 50, 40 après, ou bien là, il y a l'option jalon où tu payes en fait pour chaque jalon, le jalon design, si c'est terminé, tu payes le jalon développement, etc. En tout cas, ouais. Donc, je vois vraiment l'approche, elle est vraiment axée plus vraiment au client, comprendre vraiment le besoin de la personne, afin que on puisse aller dans son sens. La question, c'est quoi une journée à la radie? Une journée à la radie dans le pod d'une business dev, ça s'articule sur quoi? C'est beaucoup de mails, c'est ça? Il y a les mails. Les mails, il faut souvent les consulter parce qu'il y a des opportunités qui viennent par là. Il y a aussi le terrain, peut-être partir dans des événements, mais ça, c'est pas tout le temps. Il y a, voilà, comme je t'ai dit, hein, le fait de faire des rendez-vous avec les clients, de les écouter, de comprendre leurs besoins, de rédiger des notes conceptuelles, de voir quels sont les appels d'offres sur le marché aussi. Comme à travers des sites comme J360, Le Quotidien, etc. Genre, ça, c'est plus le journal. C'est plus ça. Hein? Donc, note conceptuelle, offre technique et financière, etc. Okay. Quelles sont pour toi les compétences en tant que personne ou en tant que professionnel on peut avoir si on veut être business dev? Être un bon ou une bonne business dev? On va d'abord dire des compétences professionnelles. Oui. Puis on va dire des compétences personnelles. Peut-être avoir des skills en négociation, dans le rédactionnel aussi, parce qu'il y a quand même des appels d'offres où voilà, il y a une certaine structuration à respecter, une certaine formulation à avoir, etc. Donc voilà, tout ce qui est skills en communication aussi, hein. Ouais. En marketing digital, comme je t'ai dit, parce qu'on coopère ensemble. Voilà, pour l'instant, c'est ça que j'ai en tête. Ouais. Maintenant, en tant que personne, quelles sont les qualités que tu penses que... De l'empathie. De l'empathie, si. Oui, de l'empathie, parce qu'il faut pouvoir se mettre à la place de la personne pour pouvoir lui proposer des solutions adaptées. À part ça, empathie, sens du relationnel aussi. Des choses comme ça. Okay. Être très spontané aussi, hein, parce que ne pas être fermé à... Voilà. OK, se dire qu'au début d'année, on a une stratégie X. Si ça ne marche pas, il faut savoir pivoter. Il faut savoir capter, en fait, les opportunités. Genre, même avec par exemple, quand j'échange avec toi, des fois, il y a des opportunités business, en fait, qui peuvent ressortir. Donc, voilà. À chaque instant, essayer de capter vraiment les opportunités qu'on peut avoir. Ok, c'est super intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu as des tips, des stratégies pour bien vendre?
Des stratégie. stratégies pour bien vendre. Ouais, selon toi. Genre pour développer une entreprise, l'activité business d'une entreprise avec succès, en fait. Moi stratégie pour bien vendre, c'est comme je t'ai dit, comprendre le client pour qu'il sache que voilà, toi tu te soucies de son besoin. Parce que quand il te dit, toi tu comprends bien mon besoin, bah, là tu sais que tu es bien, quoi, tu vois. Après, c'est plus négocier le prix, etc., trouver un consensus, mais plus se mettre à la place de l'autre, voilà. Ok, donc si on veut mettre les étapes, pour cadrer, c'est première étape, comprendre d'abord le besoin du client. Deuxième étape, comprendre le besoin. Si on comprend le besoin, on fait une évaluation technique et financière. Et après, à la fin, on négocie le prix. Okay. Il y en a qui fuient aussi. Hein. Ouais. Mais il y en a qui restent aussi parce qu'ils savent que c'est de la qualité qu'on va leur fournir. Est-ce que toi, imagine comment tu arrives à vivre ça, au fait que tu puisses... de premier abord, tu as eu un bon feeling avec la personne, tu penses que finalement le contrat va se faire. Et dès que tu lui soumets quelque chose, elle fuit. Comment toi tu perçois ça, au fait? Genre, ça te fait comment? Au début, ça me faisait très mal de travailler sur des offres comme ça. Je me dis, mais je perds mon temps. Mais non, je ne perds pas mon temps parce que j'apprends. J'apprends parce que quand une personne à la poste... Bon, il y en a que au premier abord, tu te dis, voilà, ils vont potentiellement acheter. D'autres, ils te disent, ah, moi, j'ai pas d'argent. Cette personne-là, mais quand même, on traite toujours le dossier. On traite le dossier, après, au fur et à mesure, on essaie de recueillir des feedbacks. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait nous permettre d'améliorer notre offre, etc. Et d'habitude, les entrepreneurs nous disent, voilà, on aimerait bien des offres beaucoup plus adaptées par rapport à notre situation. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, voilà, ça pourrait être bien d'avoir des solutions en marque blanche qui sont plus accessibles et derrière, ça sera juste en fait une location qu'ils vont faire, une location symbolique et ça sera aussi un moyen pour eux de tester leur marché, de voir peut-être si, avec le cas d'Easy Market, si un site e-commerce ou une application mobile, c'est ce qu'il leur faut réellement en fait pour faire décoller leur business. Ok. Au fait, comment toi tu abordes la prospection de nouveaux clients, c'est-à-dire une personne que tu as rencontrée à un événement par exemple, c'est quoi le next step au fait? Je prends ton contact, je sais que tu es peut-être intéressé. En fait, quelles sont maintenant les prochaines balises au fait qu'on va tracer? Il faut faire le suivi, faire un mail si la personne n'est pas trop réactive, essayer d'appeler, ce genre de choses en fait. Faire vraiment un suivi, être au taquet parce que si toutefois la personne te dit qu'elle est intéressée lors d'un événement, il ne faut pas la lâcher. Il ne faut pas la lâcher. Donc dès que tu attends le mot « je suis intéressé », on ne lâche pas cette personne-là. Mais dans le bon sens du terme. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un avis définitif, soit c'est un go ou un no-go. Si c'est un no-go, ce n'est pas grave en fait. On continue. Au moins, c'est clair. Un no-go, c'est clair. Ça ne te fait pas perdre de temps. Tu n'es pas là à tout le temps relancer. Donc, c'est peut-être aussi un message aux prospects de pouvoir être clair, au fait, de nous dire s'ils sont intéressés ou pas. Dès le premier abord. Oui, non pas à fuir, en fait. Ils n'ont pas à te ghoster. Il te ghost. Il y en a un, je lui ai envoyé l'offre. Il ne me répond plus au téléphone. Je n'ai pas compris. Je dis, OK, le monsieur n'est pas intéressé. Non, mais parce que si vous n'êtes pas intéressé, autant dire qu'on n'est pas intéressé. Oui, ça nous évite, moi, de perdre du temps et toi aussi de perdre du temps, en fait. C'est ça. Ou bien non, la partie financière, elle est un peu salée. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Ce genre de choses, en fait. C'est des discussions. On est assez ouvert et assez flexible. Donc, les gens, n'ayez pas peur, en fait. tout ça se discute, comme on dit. Non, plus sérieusement, Radi, est-ce que tu peux nous partager un moment, genre, phare? Genre, un moment ou dans la prospection, dans le développement commercial, qui a été un tournant dans ta carrière? Vraiment, le moment où tu t'es senti vraiment le plus fier de ton domaine, quoi. De ton métier. Genre, mais je pense sans dire même le nom de l'affaire, hein, genre, comment ça s'est passé, les coulisses et tout, genre. Comment ça s'est passé? Bon, là, actuellement, ce dont je suis la plus fière, là, actuellement, c'est plus le Cocotana, hein. C'est plus de Cocotana parce que c'est parler avec différents prospects, chercher des partenaires, chercher des sponsors, etc.
collaborer avec toute une équipe pour que le travail soit très très bien fait, etc. Donc ça, c'est ma plus grande fierté. Et là, on attend Easy Market pour voir un peu ce que ça va donner. Non, en fait, je pense que Kokutana, bon, on va faire un épisode spécial dessus. Je pense que ça a été vraiment le moment où nous tous, on s'est sentis vraiment, vraiment fiers d'avoir vraiment avoir mis la main à la pâte pour quelque chose d'assez essentiel. Et toi, comment tu l'as vécu, au fait, le jour J? Tu étais comment, genre? Éclaté. J'étais fatiguée. Non, mais c'était vraiment la fin, c'était vraiment la consécration, quoi. Genre, quand tu vois le gens qu'il y a, tu te dis, enfin, en fait, on l'a fait. Mais j'étais très fière et très contente que les gens puissent en profiter. Et que ça ait été, en fait, une opportunité pour les différents profils qu'on avait, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des entreprises ou bien même des étudiants, etc. L'objectif, c'est ça, en fait. Comme on l'a dit, Kokutana, c'est en 3 mots, donc innovation, opportunité et inspiration. Voilà, je pense que c'était au rendez-vous et voilà. Ouais, c'est super. Comment tu gères le stress lorsque tu travailles sur des objectifs, genre tu as des objectifs que tu dois atteindre, des objectifs de chiffres, parce que ton métier consiste aussi à ça, à pouvoir atteindre des chiffres. Comment tu gères, en fait, ces stress-là, en fait? C'est-à-dire que j'ai une sorte de leitmotiv que je dois suivre et que comment je dois faire pour l'atteindre, en fait? D'habitude, j'essaie de faire de mon mieux pour me débarrasser du stress. Donc, si ça commence à chauffer, je fais une pause. Je fais une pause, je sais pas, j'essaie d'aller manger, de dormir. En tout cas, faire des choses qui me permettraient, en fait, d'évacuer, de penser à autre chose, ou bien même de regarder un film, ce genre de choses, me détendre, et ensuite revenir à bloc, en fait. Genre vraiment savoir aussi, genre couper, quoi. C'est ça, parce qu'à un moment donné, on n'est pas vraiment productif. Si on est stressé, on n'est pas forcément productif. Il faut savoir lâcher prise et voilà, se détendre un peu, puis... Ouais, pour aller encore au travail, au fait. Oui. Non, c'est vraiment intéressant. Je pense même que c'est l'une des notions que tu m'as appris à moi, de pouvoir genre lâcher prise, parce que souvent on est dans ces postures-là de pouvoir, il faut que je puisse atteindre ça, mais à un moment donné, il faut se dire que non, j'ai pu faire ce que je devais faire en tant que personne, les résultats vont s'en suivre, quoi. En fait, quels sont les défis que tu es souvent confronté, au fait, dans ton travail de business dev? Le défi. Tu as déjà le fait que les gens ne sont pas assez exhaustifs, genre ils disent pas ce qu'ils veulent, s'ils sont intéressés ou pas. Ça, c'est déjà un défi. Est-ce qu'il y a d'autres défis au fait que tu fais face dans le travail de tous les jours? Peut-être plus au niveau des appels d'offres. Là, actuellement, comme il y a une offre assez costaud sur laquelle je travaille là actuellement. Et oh là là. Si on gagne cet appel d'offres, on est bien. On le souhaite. Mais ça, c'est un stress parce que il y a tellement de détails. Des fois, tu te dis, mais pourquoi ils écrivent tout ce livre, en fait, pour finalement... Juste pour avoir eu quelque chose de vrai. Non, mais sérieusement, mais... Yeah. Non. Donc là, j'essaie vraiment de m'améliorer par rapport aux appels d'offres, d'être beaucoup plus structurée dans ma démarche par rapport à la rédaction, etc. De ne pas laisser de côté certains détails administratifs, ce genre de choses, tu vois. Vu qu'on parle d'appel d'offres, comment tu gères les régies? C'est-à-dire, on soumet notre candidature à un appel d'offres. Logiquement, peut-être malheureusement, on n'est pas pris. Comment tu gères, en fait, les régies? Ça te fait pas mal d'avoir travaillé sur quelque chose pendant 2 jours, puis tu la soumets, la candidature n'est pas retenue? On va plus essayer de voir qu'est-ce qui manquait, en fait, ce qui manquait à notre offre. Qu'est-ce qui, je sais pas moi, comment on pourrait l'améliorer les prochaines fois. Parce que des fois, même si on reçoit ce retour négatif, on demande des feedbacks. Voilà, pour savoir qu'est-ce qui a amélioré, etc. Comme ça, on va mieux rebondir, en fait, la prochaine fois. Donc, je pense que c'est plus des leçons qu'un échec. Ouais. Voilà.
On apprend toujours, en fait. Moi, Radi, il y a toujours eu quelque chose, ça c'est vraiment un avis assez personnel sur toi, c'est que tu es une personne qui garde toujours le sourire. Tu vois, tu es toujours motivée face aux épreuves, tu es toujours souriante. Comment tu arrives à garder le sourire face aux étapes genre plus difficiles? Moi, j'ai toujours posé cette question-là, mais tu m'as jamais répondu. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité devant tous les gens qui vont nous écouter, que tu puisses te donner en fait les tips. Comment tu arrives à... Parce que tu es dans un domaine qui est très exigeant. C'est vraiment disons que si tu n'as pas ces mindset-là, tu peux à un moment donné genre, répéter les plans, comme on dit. C'est comment toi, tu arrives à pouvoir garder le sourire face aux épreuves. Genre, comment tu arrives à garder toujours ton enthousiasme, en fait? Peut-être parce que j'aime ce que je fais. Je n'ai pas de raison, mais je pense que ce qui me vient à l'esprit, c'est plus j'aime ce que je fais. Et ce que je fais a de l'impact. Du moment où ce que je fais a de l'impact, moi, je suis bien. Tu vois? Et après, on est dans un environnement mais où tu ne peux pas être, je ne sais pas moi, de mauvaise humeur, ce genre de choses. Déjà, toi, tu es casse-pied, Loïc aussi. Donc, j'adore cet environnement aussi. C'est un environnement plutôt familial, etc. Donc, voilà, je suis épanouie dans ce que je fais. Donc, alhamdoulilah. Ok, parfait. Comment tu établis des relations solides avec les clients potentiels et les clients existants, en fait? Comment tu arrives à entretenir une relation afin que on puisse les garder toujours, même s'ils ne sont pas intéressés par ce qu'on propose, qu'on puisse les regarder toujours dans notre filet, quoi. Hier, je pense, j'ai relancé un prospect à qui on avait envoyé une offre, mais je pense qu'à un moment donné, elle n'était plus trop sur le projet, etc. Mais elle m'a dit, ça me fait plaisir en fait de te lire, etc. parce que je comptais revenir vers vous pour un partenariat, etc. Tu vois, un peu. Donc, l'idée, c'est peut-être, même si la personne te dit, oui, je ne suis pas intéressée, et même il y a un autre cas, c'est une personne qui a refusé notre offre parce qu'elle a comparé avec peut-être d'autres agences et tout ça. Mais quand je l'ai appelée, elle m'a dit « mais moi j'ai plusieurs idées, etc. Et j'aimerais bien pouvoir travailler avec Volcano, quoi, tu vois. Mais comment est-ce que vous pourrez être beaucoup plus flexible pour des entrepreneurs qui ont un tel type de budget, par exemple, comme moi, et tout ça. Donc, tout ça, c'est des discussions. Je lui dis, la prochaine fois, tu viens, tu nous dis ton budget. On essaie de voir dans quelle mesure, en fait, on pourrait avancer avec toi. C'est juste ça, c'est plus communiquer, essayer de garder le contact, essayer de donner des nouvelles et tout. Donc, garder vraiment le contact, rester dans la tête des gens, afin que s'ils ont ces besoins-là, qu'ils puissent directement penser à vous. Comment, Radi, toi, tu vois l'écosystème entrepreneurial au Sénégal pour les années à venir? Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est en train d'être fait. Il y a des programmes d'incubation qui se font. Je vais prendre peut-être Pitch Palab, Orange Corners et tout qu'on sort. Donc, comment toi, en fait, quand tu vois tout ça, en fait, quelle idée te vient de ce genre? Comment tu vois l'écosystème dans 2, 3 ans, 10 ans, en fait? Je pense qu'on a un écosystème quand même très dynamique qui favorise l'entrepreneuriat. Et c'est pour cela que je fais de l'intrapreneuriat à Volcano. Et je pense qu'ils savent que il y a du potentiel qui sommeille en chacun d'entre nous, etc. Et qu'il faut créer des opportunités, en fait, pour ces entrepreneurs-là, afin de les aider à briller, à sortir, en fait, de leur cadre, en fait. Genre, de leur cadre, afin qu'ils puissent vraiment développer leurs projets, leurs idées, etc. Donc, il y a un accompagnement en conseil qui est fait, il y a des accompagnements techniques, etc. Et il y a tout un tas de programmes qui est créé pour les entrepreneurs et je trouve ça super, en fait. Donc, pour toi, l'avenir est positif, quoi. Oui. L'avenir est positif. Okay. Et il y a même nous aussi, Volcano, dont on essaie toujours de pouvoir se rapprocher le plus de notre marché, comme tu parlais d'Easy Market, au fait. C'est ça, ou bien même avec un partenariat avec Saint Startup qui accompagne des entrepreneurs. Et nous, en fait, l'idée, c'est de leur fournir, en fait, ce bras technique pour eux-mêmes et pour les entrepreneurs. On a également un incubateur
incubateur Elikia pour les aider toujours à donner vie à leurs projets. Et même nous, en fait, au niveau de Level Up, l'idée, c'est d'être vraiment le bras technique des incubateurs, etc. Voilà. Donc, c'est pas dans ce que tu dis parce que je me rappelle dans ton dernier podcast qu'on avait fait Women Tech, sauf que nous tu avais dit quelque chose d'assez intéressant, c'est que tu avais dit c'est que si vous venez vers nous, même si on n'a pas la solution à votre problème, mais on saurait vous mettre en relation avec de gens au fait qui parlent votre langage, qui peuvent potentiellement vous aider au fait. C'est ça, c'est pour cela qu'on est vraiment en partenariat avec différents acteurs de l'écosystème et comme ça en fait avec les entrepreneurs avec qui on interagit, si on sait que voilà tu as telle problématique et telle structure pourrait résoudre ton problème autre que Volcano, on te redirige vers ces personnes-là. Vraiment être auprès des acteurs du changement, c'est ça. comme on dit. Là, nous sommes en train de glisser un tout petit peu vers la fin. La question, ça serait quel conseil tu donnerais à une personne qui veut se lancer dans une carrière de business developer? Moi, par exemple, Isaac, je vais laisser le marketing, je vais devenir business dev. Quel conseil tu me donnerais? Mais va juste, je sais pas, essaie de pratiquer à travers un stage ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, essaie d'être dans un environnement où tu apprends ce métier-là. C'est comme quand tu veux, je sais pas moi, faire du marketing, faire du design, etc. L'idée, c'est de se lancer, de trouver peut-être des structures qui pourraient t'aider à trouver des opportunités pour être business developer, etc. Mais voilà, même si vous n'avez pas encore terminé vos études, vous êtes en 3e, seconde, terminale, etc., ou un peu avant, allez faire des stages de découverte pour mieux apprendre en fait sur ce métier et voilà, vous faire une idée propre. Qu'est-ce que toi tu aurais aimé qu'on puisse te dire, genre, c'est quoi le conseil au fait que tu aurais aimé qu'on puisse te dire avant que tu puisses t'y lancer? Au début, moi, quand après mon bac, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et je pense que au début, je me disais non, c'est pas bien, etc. Bon, c'est toujours pas bien, mais parce que peut-être qu'avant, si j'avais fait peut-être des stages de découverte, etc., je serais beaucoup plus fixée sur ce que je voudrais faire à l'avenir. Mais mes activités extrascolaires m'ont aidé à trouver ma voie. Parce que j'ai fait une licence professionnelle en télécommunication informatique, spécialité développement. Même si j'étais bien dans ce que je faisais, c'est pas ce qui me drivait en fait. J'aimais bien être sur le terrain, vendre des choses, peut-être avec l'association dans laquelle j'étais à ISEC ou bien dans l'amicale des étudiants, là où j'étais, on organisait souvent des événements, etc. En tout cas, moi, ce que je conseille, c'est d'essayer de se découvrir au maximum à travers plusieurs activités, participer, faites partie intégrer des associations, travailler sur des projets, etc. Et voilà, je pense que c'est le moyen en fait le plus simple pour vous de vous découvrir, vraiment. Sortez de votre zone de confort. Donc le mot de la fin, ça sera de pouvoir sortir de votre zone de confort. C'est ça. En tout cas, Radi, ça a été un plaisir de pouvoir t'avoir sur ces podcasts de nouveau. Avant que je puisse conclure, c'est que le prochain podcast, je pense qu'on va le faire dans quoi? Peut-être dans un an, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Non, je veux que tu puisses dire quelque chose, genre un vœu, enfin que dans un an, peut-être dans 6 mois, qu'on va faire le prochain podcast avec toi et on va voir si c'est réalisé ou pas. Easy Market, c'est ça le vœu? Oui, Easy Market, c'est ça le vœu, parce que c'est le projet qui est d'actualité. Donc, on va encore utiliser encore Easy Market, comme tu l'as dit. Tu peux encore refaire encore une présentation brève de Easy Market. Donc, Easy Market, c'est une solution e-commerce en marque blanche. Donc, vous venez, on vous personnalise Easy Market et en moins de semaine, en fait, vous aurez votre site. Donc, il y aura votre logo, charte graphique, tout ce qui va avec toutes les fonctionnalités qu'il faut, la gestion de stock, la gestion des commandes, etc. Et vos clients pourront acheter directement au niveau de votre site. En gros, c'est ça. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire une demande de démo sur notre site easymarket.sn. Ok, parfait. En tout cas, on va mettre aussi tes contacts dans les captions.
pour les gens qui veulent rentrer en contact avec toi. Je vais encore dire merci beaucoup, Radi, d'avoir accepté notre invitation. Ça a été une discussion assez enrichissante. Merci beaucoup. C'était Isaac Yangala et on se dit à la semaine prochaine.